parler d'intelligence artificielle, comme à peu près partout, tout le temps sur Vivatech, au service de l'expérience utilisateur. Et j'ai le plaisir d'être avec Michel et Felipe. Merci à vous deux. Avant de plonger au cours du sujet, je vous propose de faire un rapide tour de table et je ne vais pas être très poli, je vais commencer par moi. Je suis Antoine Nasser, je suis associé chez PwC en charge d'expérience client. On a une équipe d'une cinquantaine de designers qui aident l'ensemble de nos clients à construire des nouveaux produits, construire de nouveaux services les plus performants possibles, les plus utilisés possibles par leurs propres clients. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde ce midi. Je vais laisser la parole à Michel pour qu'elle se présente. Bonjour, Michel. Donc, je suis dans les équipes d'Antoine à l'Experience Center de PwC et je suis stratégique designer ou business designer si on veut. Et business designer, c'est quoi? C'est en fait, au quotidien, je me focalise sur de la recherche. On définit des opportunités et on définit des solutions basées sur ces opportunités-là qu'on aura priorisées. Et ensuite, je vais souvent travailler avec des UX et des UI designers, dépendant du besoin, pour matérialiser du coup ces solutions dans des produits physiques ou des produits digitaux. Bonjour à tous. Merci à PwC pour l'invitation, Antoine, et à toi, Michel, pour venir avec moi. Je suis Felipe Restrepo, colombien d'origine, designer très saisonnier. J'ai travaillé de 10 ans au Silicon Valley comme directeur de design. J'ai shippé énormément de produits et je me suis focalisé sur tout ce qui est design des produits digitaux. Aujourd'hui, je suis le cofondateur d'une startup qui travaille beaucoup sur l'expérience utilisateur et le parrainage avec l'IA. Merci à tous les deux pour cette intro. Alors, avant de rentrer encore plus dans le détail, peux-tu, Michel, s'il te plaît, nous aider à comprendre ou aider l'audience à comprendre ce qu'est l'expérience utilisateur? Oui. Donc, je suis sûr que c'est un terme qui est assez connu aujourd'hui, l'expérience utilisateur. Et surtout, le design d'expérience utilisateur, du coup, c'est, comme le nom l'indique, c'est le design d'expérience. Et c'est des expériences qui peuvent être, du coup, une expérience, ça peut être un produit, ça peut être qui soit physique du coup ou digital comme une application, un site web, et ça peut aussi être un service comme par exemple un service de livraison à domicile, un service de booking de restaurant, etc. Et le design d'expérience, c'est le fait du coup de pouvoir créer des expériences qui soient essentiellement souhaitables pour les humains. Et du coup, c'est le fait de pouvoir se plonger, vraiment être réellement design human-centric et réussir du coup à créer des produits que les gens veulent utiliser, qui répondent à leurs besoins. Et c'est pour ça qu'il y a une grande partie de notre métier, est ancré dans la recherche. Donc vraiment, essayer de comprendre l'humain. Felipe, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, l'expérience utilisateur elle est hyper importante parce que ça permet à nos clients, à les sociétés qui l'utilisent de manière forte et de manière systématique, à se différencier, à construire des expériences qui sont, comme Michel disait, des expériences qui sont souhaitables, mais surtout qui permettent à les sociétés à valider en amont de faire tous les processus de développement que ce qu'on va construire va fonctionner et va bien coller et va bien être réceptionné pour nos clients. Ça nous permet aussi de co-construire avec vous les produits qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il y a un énorme mauvaise sphère, c'est construire isolé dans son bureau, sans parler avec vous, pour construire un outil que vous allez utiliser dans vos mains tous les jours. Ça, c'est la pire erreur qu'on pourrait faire. Et c'est l'expérience utilisateur qui nous permet de faire cette approche et de co-construire avec l'humain et de donner humaniser un peu les process de co-conception. Alors, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, il est essentiel de comprendre le comportement et les attentes des utilisateurs, des clients, avant de concevoir un produit ou un service. Est-ce que, Michel, tu peux nous expliquer comment on fait pour comprendre, pour rentrer dans la tête de ces utilisateurs?
Du coup, c'est essentiellement de la user research. Donc, nous, notre méthode, en général, il y a 3 grandes phases. Donc, il y a recherche, il y a design et il y a testing. Et du coup, il y a vraiment un tiers en fait, de la méthode en entier qui est la research. Et quand on parle de research, on peut parler de 2 choses principalement. Donc, la research quanti et la research quali. Quanti, du coup, ça va être donc des chiffres. Donc, ça va être pouvoir comprendre, par exemple, combien de personnes ont utilisé mon service, combien de personnes préfèrent le bleu au vert. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que ça peut nous donner, du coup, des volumes assez intéressants sur lesquels donc, baser nos décisions. Toutefois, quand on a de la recherche quanti, on ne comprend pas nécessairement pourquoi on a ces chiffres-là, mais ça nous permet quand même, du coup, d'orienter voilà, nos méthodologies, nos décisions. Et ensuite, on a le quali. Et le quali, on va avoir des résultats quali qu'on va surtout aller parler à des utilisateurs. Donc, on va conduire des entretiens, donc ciblés. On va pouvoir aller vraiment au cœur du problème, rencontrer des utilisateurs qui utilisent le service, le produit qu'on veut créer ou améliorer. Et ça, du coup, ça nous donne des données qui sont riches, mais on est quand même assez souvent limité en termes de volume qu'on fait du quali. C'est-à-dire que on va être limité en temps ou souvent en budget et on va souvent faire peut-être 10 entretiens quali. Donc ça nous permet d'avoir une direction, mais ça ne nous permet pas nécessairement de détecter par exemple des tendances sur des différentes cohortes de personnes ou voilà, pousser la réflexion vers des nouveaux territoires si on découvre des insights au fur et à mesure, quoi. Alors c'est vrai que donc on peut opposer 2 ou complémenter 2 disciplines. La discipline très analytique de observation de ce qui se passe sur mon site, sur mon service, sur mon produit, combien j'ai d'interactions, combien j'ai d'actes d'achat, combien de personnes mettent au panier par exemple sur un site e-commerce sans aller jusqu'à l'achat. Mais ça ne nous permet pas de comprendre le pourquoi. Et donc pour comprendre le pourquoi, on interroge des utilisateurs avec la limite qui nous est souvent remontée par nos clients de dire avec 10, 15, 20 entretiens, je ne peux pas généraliser une solution à mes centaines de milliers, mes centaines de voire millions d'utilisateurs. Et pourtant, nous, on sait que ça marche, on est convaincu que ça marche. Et je vais demander à notre ami Felipe, expert qui est passé par la Silicon Valley, de nous dire comment là-bas, culturellement, c'est différent, comment là-bas c'est valorisé et pourquoi. Bon, c'est pas un secret que le Silicon Valley, c'est le roi dans les processus d'innovation. Et il y a différentes choses qui ont contribué à cette perception qu'on a de cette géographie. La première, c'est que depuis les années 95, Apple il a révolutionné l'industrie des ordinateurs portables, des ordinateurs de maison, quand ils sont sortis les premiers iMac. Et cet iMac, ça a été fait par des UX designers. Ça a été fait par une personne qui s'appelle Don Norman. Ça a été le précurseur de notre profession. Et c'est lui qui a révolutionné vraiment le processus d'insertion de l'expérience utilisateur au centre du processus de conception. Donc, très rapidement, au Silicon Valley, les gens ont compris que l'UX, c'est la clé du succès. Et ça a été répliqué parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de budget. Donc, quand on dit en France, par exemple, qu'on interviewe 10 personnes, aux États-Unis, ils interviewent 100 personnes. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, parce que tout va plus rapidement là-bas. Et donc, à ce niveau, ils arrivent à itérer très rapidement dans les process et à écarter les produits ou les services qu'on sait qu'ils ne vont pas fonctionner. Et se concentrer sur ce qui va fonctionner. Et un exemple de ça, c'est aussi dans la digitalisation, ça a été le cas de Airbnb. Je sais que toutes les personnes qui sont ici connaissent Airbnb. Et que si je vous pose la question de qu'est-ce qu'on va... on va partir en voyage demain, c'est où qu'on voudrait se loger. Tout le monde va dire, écoute, bien, on s'est fait un Airbnb. On a verbalisé une société qui a utilisé les UX pour se positionner dans les top of mind de nous. Et on dit jamais, bien, on va se faire un booking. En fait, toujours, on utilise ce type d'expression qui vient de l'insertion de l'UX dans les process de conception et qui a sauvé énormément de sociétés aux États-Unis. Et c'est ça qui a fait les changements là-bas sur la différence entre les transactionnels, comme Antoine le disait,
toute sa partie data analytics et analyse des données qui sont froides et qui sont des numères, qui sont des chiffres simplement, mais qui ne donnent pas une émotion et qui nous empêchent d'intégrer une émotion et un process humain dans des outils qu'on utilise presque tous les jours. Donc c'est une clé, c'est évident qu'il faut l'intégrer, rapide et qu'il faut l'intégrer plusieurs fois dans la vie et la conception d'un projet. Merci Felipe. Donc si on reprend depuis le début, l'expérience utilisateur, c'est une démarche qui est centrée sur l'humain, qui vise à comprendre les comportements et les attentes des utilisateurs d'un service ou d'un produit pour apporter de la valeur à ces utilisateurs, et construire des produits qui vont atteindre une cible finalement en dérisquant tout le process par la mise en œuvre de tests utilisateurs qui vont nous permettre très vite de tester des hypothèses, très vite de s'assurer si oui ou non notre solution répond aux attentes des utilisateurs et potentiellement, ce que disait Felipe, abandonner, renoncer à certaines solutions pour focaliser son budget là où on va créer de la valeur, on va se différencier. Maintenant qu'on a posé ces bases, j'aimerais vous demander à tous les deux, et l'IA dans tout ça. Vaste question. Ouais, donc l'IA dans tout ça, donc en fait, voilà, on dit que l'IA, enfin du coup c'est de la tech et on parle d'émotion depuis tout à l'heure, et en fait l'IA dans la conception, dans le design d'expérience utilisateur et surtout dans la recherche, en fait ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, ça nous permet d'être un peu des chercheurs augmentés si on veut, à la fois parce que ça nous permet de du coup synthétiser, comprendre un nombre de données massifs qu'on n'était pas capable de comprendre avant, qui nous permettent du coup de générer des insights de façon beaucoup plus poussée et aussi fine. Ça nous permet aussi d'identifier, en fait on peut aussi faire, donc basé sur des données qu'on récolte, des analyses prédictives. Donc on peut comprendre comment quelqu'un utilise un produit aujourd'hui, quels sont ses comportements, et on peut prédire aussi ses comportements à venir, donc basé sur la donnée actuelle. On peut avoir du coup une mise à jour de notre compréhension client en temps réel, parce qu'on peut du coup paramétrer du coup cette récolte pour que ça tourne en continu si on veut. Et aussi, ce qui est, je pense, le plus intéressant, c'est que ça nous permet de vraiment analyser le côté émotif de façon beaucoup plus importante qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait des entretiens, ce sera toujours le cas, hein, mais quand on fait des entretiens en temps normal, donc la personne qui est en face de nous va nous dire quelque chose et ça va être quelque chose qui est du coup consciemment transmise par la personne. Donc ça va être une donnée explicite. Et qui dit consciemment, on dit aussi souvent un peu biaisé. Par exemple, peut-être que la personne va dire ah, j'aime beaucoup ce service, mais va être en train de penser autrement ou à autre chose. Et en fait, nous, avec l'IA, ça nous permet de détecter en fait plein de données qui sont implicites. Donc, qui sont par exemple comportementales, sentimentales, basées sur du coup du langage corporel, des expressions faciales, du tone of voice, et qui nous permettent du coup d'avoir d'avoir des données qui sont non biaisées et aussi pouvoir agir en fait sur des émotions plutôt que sur des actions concrètes. Donc par exemple, quand on parle de trigger d'achat, on va pouvoir comprendre ah, c'est pas parce qu'il a vu mon annonce, mais c'est parce que par exemple mon annonce lui a donné cette émotion-là, par exemple. Ça va nous permettre de créer par exemple des systèmes de loyauté où les personnes par exemple elles vont recevoir des points non seulement basés sur du coup la fréquence, le volume d'achat, mais sur par exemple le nombre d'interactions positives qu'elle aura eu avec la marque. Donc voilà, en fait, ça nous permet d'être plus humain en quelque sorte, ce qui est peut-être contre-intuitif, mais ouais. Merci Michel. On aurait pu parler aussi de l'IA qui nous permet de générer des contenus. On a tous vu les exemples d'IA générative, que ce soit du texte, de la vidéo, de la voix.
qui nous permet d'aller soit plus vite, soit de créer beaucoup plus facilement du contenu très segmenté, très spécifique, ce qui est difficile à faire quand on est tout seul derrière son clavier. Et donc de personnaliser les expériences, d'arriver à cette notion d'hyper-personnalisation qu'on entend depuis pas mal d'années, mais qui va commencer à devenir concrète. Mais on voulait se concentrer sur l'IA dans la recherche utilisateur, puisque vous l'avez compris, on pense que c'est une bonne recherche utilisateur, finalement c'est la meilleure des fondations pour construire, pour comprendre les attentes de ses clients, de ses employés, et construire une solution qui va être utilisée, et in fine avoir un ROI qui soit financier ou de fidélisation ou d'engagement positif sur la base de moyens qu'on dépense. Et du coup, Felipe, je voulais te demander de faire un focus sur l'IA dans la user research. Bon, le plus important qu'il faut comprendre de l'utilisation et la capacité que l'IA commence à nous donner à nous comme UX researchers, c'est la capacité d'approfondir sur la relation humaine. Comme Michel disait, ça peut sonner contre-intuitif, mais le fait que je peux dégager mon temps pour ne pas faire des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, comme par exemple une prise de notes, et laisser la prise de notes en IA, ça me dégage une charge cognitive quand je suis en train de vous interviewer. Donc dans nos métiers, par exemple, si j'ai fait un entretien aujourd'hui avec quelqu'un de vous pour comprendre qu'est-ce que vous avez ressenti de notre talk et de notre conversation aujourd'hui dans les panels, si je dois me focaliser sur cette personne, par exemple, lui pose des questions, mais pendant qu'il me répond, je dois baisser ma tête pour prendre note, je perds de vue la partie émotionnelle de ses réponses. Je perds de vue tout ce qui vient dans les non-dits. Et donc l'IA, elle va nous permettre de construire des mécanismes et des fonctionnalités qui vont regarder les personnes, qui vont nous aider à récolter beaucoup d'informations des gens qu'on interviewe, mais aussi de ces actions lors de l'utilisation d'un parcours numérique, et vont nous permettre de corréler ces informations. Donc c'est trop cool. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire un mélange entre les deux concepts qu'on appelait tout à l'heure, les quali et les quanti. Donc on pourrait construire un concept qui sera quali-quantitatif, et c'est l'effet que je pourrais analyser d'une façon très rapide beaucoup de données qualitatives et avoir une intelligence quantitative. Et donc ça, je pense que ça va être un énorme changement que l'IA est en train de nous permettre. C'est grâce à toute la vulgarisation aussi de l'IA, ça a permis d'accélérer tout ce processus de l'inclusion de ce mécanisme dans notre métier de user research. Et un point qui est hyper important, c'est quand on fait, et depuis que le UX experience que la recherche utilisateur elle existe, elle a été focalisée sur la prédiction de comment on va se comporter face à un nouvel produit qu'on va sortir. Ça, c'est la base aussi de notre focus comme chercheur de UX, d'expérience ou d'utilisateur. Et l'IA, il partage cette vision. L'IA, elle est là aussi pour nous aider à prédire. Donc, on a deux champs différents d'IA. On a un champ qui c'est tout l'IA générative, et on a tout un champ de l'IA qui c'est l'IA prédictive. Et nous, on pense, et je le vois beaucoup dans ma société, c'est l'IA prédictive, il aura une énorme capacité à nous aider à arriver à la hyper-personnalisation. Il y a des sociétés qui utilisent déjà des profils psychographiques de votre parcours de navigation pour définir si vous êtes dans le rationnel ou dans l'émotionnel, et personnaliser l'expérience utilisateur d'un site internet pour vous montrer des contenus qui sont soit plus émotionnels ou soit plus rationnels. Voilà. Merci Felipe. Alors, on parle d'IA, on parle d'expérience utilisateur. Depuis tout à l'heure, on a répété souvent qu'il fallait comprendre le comportement de ses clients, de ses humains, comprendre leurs émotions. Et pardon, mais moi je bug quand tu me dis, et je pense que j'espère que tout le monde se pose cette question, quand tu nous dis on va utiliser un algorithme pour comprendre l'humain. Moi, en tant que designer, je me dis, bon, déjà mon métier, qu'est-ce qui devient? Et deuxièmement, je me dis, mais comment un algorithme peut comprendre la finesse de l'humain? Et t'as pas 2 heures pour répondre, mais je te laisse répondre. Je vais essayer de condenser le plus possible.
En fait, l'IA, il est très large. Comme je disais tout à l'heure, il y a différents verticales de l'IA, il y a différents concepts. Il y a le machine learning, deep learning, l'IA en sens large. Et dans tout ce noyau, dans tout cet univers, il existe un concept qui s'appelle l'affective computing. Et c'est un mélange de disciplines qui ont été fondées en 1990 et qui se focalisent sur comment les systèmes numériques, le système informatique, ils pourraient interpréter notre réaction émotionnelle. Et ça, c'est ancré aussi entre tous les data science et tous les développements de machine learning, mais aussi des sciences cognitives et des sciences psychologiques qui permettent de faire des analyses des gestes parce qu'il y a des choses qui sont complètement universelles. Donc, par exemple, quand je rigole, je vais avoir les mêmes gestes que la plupart des 7 billions de personnes qui existent dans les planètes. Quand on est énervé, quand on n'est pas content, on fait les mêmes signes. On a des signes qui existent déjà et l'IA il est capable de reproduire ces signes et de les analyser pour prédire l'intention d'une émotion. Donc, l'affective computing, elle a évolué beaucoup depuis les années 90 grâce à tous les avancements technologiques qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui nous permet de parler entre une connexion entre comment une machine peut interpréter une émotion pour après les donner sens. Mais, t'inquiète Antoine, ton boulot il sera toujours safe. Pourquoi? Parce que la machine, elle ne peut pas réfléchir pour elle-même. Et donc, la machine, elle va venir simplement nous augmenter, nous faire évoluer dans notre métier, bien évidemment, mais ça va nous permettre de garder les contrôles et, comme je disais tout à l'heure, passer d'un processus qualitatif nettement noyauté et fait trop petite à une échelle beaucoup plus large parce que ça va nous permettre d'aller plus vite. Et le plus important, comme je disais tout à l'heure, si je suis en train de parler avec toi, par exemple, et je dois baisser ma tête pour prendre les notes, l'IA, elle ne fera jamais ça. Elle va avoir un regard constant avec toi. Ça va me permettre de regarder toutes tes émotions et de m'assurer que pendant que je prenais une note, je n'ai pas oublié quelque chose qui a été important de ta perception de notre talk. Et tout ça va nous permettre après, ensuite, à les UX designers, de nous focaliser sur des choses qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée. C'est tout ce process de qu'est-ce que j'ai fait avec cette information. Je sais que vous êtes content d'être aujourd'hui ici, mais qu'est-ce que je peux faire avec après? Et ça, c'est une réflexion qu'un humain doit faire. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore là pour qu'une IA puisse prendre des décisions pour nous à ce niveau. Et donc, dans l'affective computing, c'est ça qui va nous permettre de faire, c'est intégrer tout ce côté émotionnel dans notre réflexion pour pouvoir construire des produits et des services qui vont résonner et qui vont résonner plus avec vous, avec les consommateurs, avec les utilisateurs. Merci Philippe, et je suis ça y est. rassuré. Tu l'as fait en plus en moins de 2 heures. Non, une autre question là. Donc, l'IA va nous permettre à nous de faire notre métier peut-être donc plus rapidement, de manière plus performante, et peut-être de voir plus d'utilité, finalement, de mettre encore plus de recherche utilisateur dans nos process de conception, parce que facilité entre guillemets par la machine. Il y a quand même une question donc là, on en est là aujourd'hui. On est aux prémices de ça. Nous, on commence à prendre ce chemin. Tu dis que l'affective computing, ça a été lancé en 90. Donc ça fait une trentaine, presque 40 ans. La question que je voulais te poser, c'est, et dans les années à venir, à quoi il faut faire attention? Quel est le potentiel de cette technologie et est-ce qu'on ne va pas tout droit vers Minority Report? Là, ça fait 4 jours que je suis dans le salon et je pense que ils m'ont posé cette question 10 fois par jour. C'est, vous savez, créer un détecteur de mensonges. Parce qu'au Daptos, on utilise l'affective computing pour analyser les entretiens vidéo. Et ça ressemble à ça un peu. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas détecter un message. On peut détecter si une personne a été contente, pas contente, si la personne a été impactée, choquée, excitée, s'il disait une ironie, etc. Mais on fait beaucoup attention à tous les cadres éthiques et à tous les cadres de privacy qui viennent derrière. Parce que comme on va toucher beaucoup une partie qui aujourd'hui il a été très protégé, très personnel, que c'est l'humain, l'émotion,
Il y a des cadres éthiques qui sont créés par le Parlement européen, surtout avec l'IA Act, et qui sera mis en disposition dans quelques années. Et c'est le fait qu'on ne pourrait jamais utiliser l'affective computing dans des cadres de douane, de contrôle de douane. On ne pourrait pas faire des analyses dans des institutions éducatives. On ne pourrait pas faire des analyses dans des contrôles policiers, par exemple, ou dans l'armée. Donc, il y a déjà un cadre éthique qui a été mis en place par le Parlement européen et qui va se complémenter avec la RGPD en interdisant certaines utilisations de ce type de services et ce type de technologie. Mais il y a une partie qui me fait rêver, ce n'est pas le Minority Report, c'est le fait que la robotique elle va se nourrir beaucoup de tout ce qui est l'affective computing. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, on a tous utilisé ChatGPT et parfois il reste trop froid dans la conversation, il est hyper mécanique dans la manière de parler. Il y a un théoricien américain qui j'adore qui disait que quand un humain il parle avec un robot, on a une tendance à parler comme un robot. Et donc, ça nous arrive à tous. Je vous invite à faire cette réflexion quand vous utilisez ChatGPT. On réduit beaucoup notre langage pour essayer de nous réduire à son niveau. Et l'affective computing, elle va commencer à toucher ce type d'interactions avec des robots, avec des assistants virtuels, avec des chatbots, etc., qui vont changer la manière dans laquelle on fait une relation avec les machines directes. Et ça me fait penser à des univers de possibilités énormes parce que ça va offrir un challenge pour nous, surtout sur le design des services. Comment on va designer des services avec des robots qui vont toucher l'émotionnel, avec des chatbots qui vont toucher l'émotionnel, mais surtout comment on va construire des robots ou des expériences physiques dans lesquelles on va inclure des robots. Et comment on va faire que ces robots ils se comportent d'une certaine manière. Et ça, pour moi, c'est passionnant. C'est hyper cool. Merci Felipe. Je pense que ce serait l'objet d'un autre, peut-être, rendez-vous en Vivatech l'année prochaine pour parler de ce sujet. Merci Michel, merci Felipe pour ces informations riches. Bienvenue dans l'ère de l'expérience utilisateur augmentée par l'IA. On a un peu de temps pour prendre des questions si vous le souhaitez. On sait que la première c'est toujours difficile, mais si quelqu'un veut se lancer. Ouais, c'est quoi le nom du logiciel qui retranscrit en direct? Je suppose aussi qu'il reformule correctement parfois. Ça ne dis pas. J'en ai aucune idée, mais on va aller vous le dire. On va prendre l'info et vous le dire. Et donc c'est un humain. Non, ça a décroché. Ah, test. Oh. Je voulais vous demander si vous avez déjà pensé ou bien si vous faites des, comment on appelle ça, des prestations pour des milieux comment dire, médicaux, entre autres, parce que ça aussi, je pense que ça pourrait être intéressant dans ce sens-là. Dans l'utilisation de l'IA, de l'affective computing, nous, on a accompagné des startups qui travaillent dans les médicaux. Et quand on a passé au CES de Las Vegas l'année dernière, on a été approché par des sociétés qui voudraient utiliser nos technologies de reconnaissance d'émotion pour des applications médicales. Il y a un cadre de privacy qui est très contraignant, qui nous empêche de l'appliquer rapidement. Donc, nous, on est une start-up, on ne peut pas réagir à cette vitesse. Donc, on attend un peu qu'on gagne en maturité pour pouvoir l'appliquer. Mais sans doute, le médical il aura des énormes avantages avec l'utilisation de ce type de système. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éthique et du cadre européen. Mais il n'y a pas que le cadre européen, il y a aussi les autres pays qui peut-être n'ont pas de cadre d'éthique. Et comme vous avez travaillé à l'étranger, est-ce que vous avez une expérience utilisateur en ce qui concerne ce cadre non européen? Ouais, en fait, les cadres européens, c'est toujours un exemple. Et c'est mon regard sur le sujet. C'est les Américains, ils vont suivre de la réglementation européenne.
parce que comme on les force un peu pour utiliser leurs produits ici, de s'adapter, après ils reprennent beaucoup la RGPD par exemple, ça a été répliqué aux États-Unis d'une grande façon. Il y a déjà des pays qui utilisent la reconnaissance émotionnelle. En Chine, par exemple, tous les contrôles des social behavioring. Mais ça, c'est des types d'applications que, comme société, on va devoir se contraster beaucoup avec eux parce que sans doute, ils vont l'utiliser et il va falloir regarder comment ça va réagir là-bas avant de décontracter les règles qui sont ici. Mais je pense que notre marché sera toujours Europe et les États-Unis. L'expérience utilisateur nécessite quand même de stocker énormément de données dans des data centers qui sont de plus en plus énormes et, je dirais, énergivores. En quoi l'IA peut répondre à cette problématique qui est la sobriété énergétique? Parce que bon, c'est vrai que c'est bien de stocker des données pour répondre au mieux aux besoins, mais si derrière on a des data centers énormes pour stocker cette information et que l'IA ne permet pas de réduire cette consommation énergétique, quel est l'apport pour l'être humain justement? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse, vous avez raison. Le premier niveau de réponse, c'est que on est en train finalement de dématérialiser certaines activités où on devait se déplacer, notamment avec des solutions où on devait se déplacer parfois loin pour aller voir un nombre d'utilisateurs, on a vu relativement minime. Là, on va le faire à distance et ça a un coût énergétique mais qui est néanmoins plus faible que de faire des allers-retours. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que cette donnée, elle est aussi... Enfin, finalement, quelque part, elle est capturée, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Elle est capturée, donc autant l'utiliser. Et si ce qu'on peut souhaiter, c'est que les utilisateurs nous disent, de plus en plus nombreux, avec leurs émotions, on veut de plus en plus de sobriété et ce sera un signal vachement plus fort, pardonnez-moi la familiarité, que si nous, on le porte tout seul. On travaille sur des sujets d'éco-conception. C'est assez rare, encore aujourd'hui, qu'on ait de l'éco-conception uniquement. C'est souvent un service ou un produit en plus à côté, éco-conçu, presque plus pour faire de l'image que pour remplacer le service principal finalement. C'est quelque chose qui prend du temps et on en est conscient, mais notre responsabilité c'est d'alerter, c'est d'aider à prendre les bonnes décisions. Mais effectivement, on ne répond pas 100% à cette problématique avec... En tout cas avec l'IA aujourd'hui, je ne sais pas si Philippe a un avis complémentaire. Ouais, en fait, moi il y a une statistique qui me fait parfois voir les choses de façon différente. C'est chaque jour, il y a 200 millions de sites internet qui se sont créés. De les 200 millions, il n'y a même pas les 10% qui est utilisé de manière constante 2 années après. Si on réfléchit comme ça, on sait qu'avec l'expérience utilisateur, si on arrive à l'augmenter avec l'IA, on va construire un peu moins des poubelles digitales parce qu'on fera des applications qui seront réellement utilisées. Et ça va contribuer aussi à une sobriété dans la production et dans les temps passés des développeurs, dans l'argent qui part dans des subventions pour la construction des solutions qui après ils ne sont pas utilisées. Donc l'expérience utilisateur il aide beaucoup aussi à réduire ça, mais on est contrasté à l'effet que par exemple beaucoup de sociétés qui ont leur siège à Paris, comme Antoine il dit, ils ne peuvent pas se permettre de faire un test avec tous les territoires français et ça fait une discrimination déjà parce qu'on ne peut pas construire une application bancaire si on interviewe que des gens qui habitent à Paris. On doit interviewer des gens qui sont aussi en Bourgogne, qui sont dans le Massif central, qui sont dans tous les coins, parce que ça sera utilisé par tous les coins. Mais se déplacer, faire les entretiens, ça crée une difficulté et les sociétés ne les font pas. Et donc, je pense que l'UX, il est très, très, très proche aussi de l'accessibilité, à l'effet qu'on donne l'accessibilité à gens qui sont... Et il est très digital, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. L'inclusion. Ouais.
C'est l'inclusion dans différents géographiques, mais aussi dans différentes capacités digitales, quoi. Donc, je pense qu'il y aura une compensation, mais ça sera moins cher ici. Mais merci à toutes et à tous. On doit rendre le micro. Je vous remercie. Merci. Merci Michel.